Quotidiennement, ici Alexandre Nequado, accompagné de mon collègue André Dudomaine. Cette semaine, en fond, nous en avons un petit épisode spécial dans le cadre du Festival Présence autochtone. Fait que, nous avons André Lévesque-Sioui qui va performer ce dimanche pour le show Quelque part et autre lieu, ou Yesh en Innu. Fait que, André, si tu peux te présenter à notre auditoire. Aweti, Ndokie Siatsi, Yandiawishiwak Tukutan, Wendat Endi, Siwiwa, Hiwatsirutan, Sha Ihya As, Sha Yatatiata, Iwa Awendat. Alors, je m'appelle Kwendokies de mon nom traditionnel, qui est celle dont la voix flotte sur l'eau, du clan de la tortue, de la famille Siwi. Puis, moi, ce qui est central comme artiste, je dirais, tout tourne toujours autour de la voix chantée, la voix parlée, la poésie, les collaborations aussi, c'est ce qui m'intéresse le plus, la relation. Voilà. On invitera les gens à regarder sur YouTube. Il y a un très beau texte, un conte que tu racontes. C'est quoi le titre déjà? Wari? Wari, voilà, j'essaie de me souvenir du titre. Et c'est intéressant parce que c'est une histoire de courge qui est préservée. Mais il me semble, en écoutant ce conte-là, d'abord j'ai l'impression d'un documentaire plus que d'une fiction. Et je me disais, cette courge-là est une métaphore pour tout ce qu'on doit préserver et garder, et en même temps amener dans le monde contemporain, puisqu'on parle de culture ancêtre plutôt que de culture telle qu'elle se faisait par vos ancêtres, parce que Alexandre et moi, on était plus dans les... Nos ancêtres étaient plus dans la fourrure que dans les courges. Voilà. Et alors, ce qui nous empêchait et ce qui faisait qu'on pouvait ramener des courges séchées en forêt après avoir commercé. Mais alors, j'aimerais effectivement que tu nous parles un peu de... Est-ce que je me trompe quand je dis la courge là est une métaphore, notamment quand je t'entends parler de la langue huronne, qui est une langue qui a failli s'éteindre presque, et qui tranquillement, il y a des gens qui se la réapproprient. Il y a là quelque chose de tout à fait admirable. Oui, oui, tu as tout à fait raison. C'était vraiment un subterfuge, utiliser le conte pour parler d'autre chose, sans en parler directement. Je te dirais plus précisément, je voulais parler des langues autochtones. Dans le dernier numéro de Joli autochtone de juin dernier, j'ai un texte inédit justement sur les langues autochtones. C'est un peu comme un slam, où je dis les langues autochtones ne sont pas à prendre, elles sont à apprendre. Elles ne sont pas à fendre, elles sont à défendre. Et j'invite les gens, en fait, on est dans la décennie des langues autochtones, décrétée par l'UNESCO. Donc, je dis aux gens, un peu en riant, vous avez 10 ans, ça vous laisse 10 ans pour apprendre une des langues autochtones de ce territoire. Alors, puis si les gens n'ont pas le temps d'en apprendre une, au moins d'apprendre des mots, des façons de voir le monde, d'entrer en relation avec elles. Parce que souvent, les gens ils viennent chercher des parties pour une compagnie ou autre, mais il y a tellement de beauté que moi, je dis penser à elles, aux langues autochtones, comme à un être vivant. Et comme je dis, la langue Wendat est une femme, par exemple, qui voit le monde de telle façon, qui dit, on nomme toujours l'aîné en premier. Alors, si j'ai un frère qui est plus vieux que moi, je ne dis pas mon frère le plus vieux, je vais dire, il est mon frère. Je le nomme en premier. Si je suis l'aîné d'un autre, je vais dire, je suis sa sœur. Donc, toutes ces visions du monde-là qui m'importent. Et dans le conte de Wari, la courge, en effet, c'est un prétexte pour parler du précieux, de ce qui est en train de disparaître petit à petit sans qu'on s'en rende compte, parce que comme dans mon conte, je raconte, les gens de la communauté disent « Ah, mais cultiver des tomates, c'est plus facile. C'est vraiment comme parler anglais, c'est plus facile, ou parler plusieurs autres langues. » Ça fait que oui, c'est plus facile, absolument. Mais qu'est-ce qu'on y perd au change? Tu sais, la vie, de toute façon, à la base, c'est exigeant. On l'oublie parce qu'on est dans un monde de facilité, mais
moi, je vis dans le bois, là, proche du bois, c'est la forêt derrière, puis à chaque jour, je vois la mort, tu sais, je vois l'exigence de ce monde, les papillons qui meurent, qui sont mangés par les fourmis ou d'autres bestioles, tu sais, des c'est ça, des êtres qui viennent pondre dans d'autres, puis tu sais, on dirait que c'est trash, là, mais en fait, c'est rude. Ce monde naturel n'est pas facile. C'est que pour moi, faut plus on est on se donne des exigences avec un but, je dirais noble, qui est celui de préserver l'essentiel d'une culture. Ça, c'est la noblesse s'y trouve. Une grande noblesse dans le fait puis je suis pas noble dans le sens de roi, là, on est complètement ailleurs, mais plus une fierté, une dignité. La dignité se trouve dans le fait de prendre ce que nos ancêtres, ont su préserver avec, beaucoup, beaucoup d'attention et d'exigence, je dirais des gestes exigeants à chaque jour. Puis nous, cette responsabilité-là, il faut l'entendre. Puis c'est pas donné à tout le monde, là, j'en conviens, mais moi, je l'entends ça. Ça fait que je suis là-dedans pas mal. Puis dans mon compte, ben, c'était vraiment, c'est comment être dans la modernité sans tout, sans tout mettre à la poubelle, là. Qu'est-ce qu'on peut garder de précieux, mais en étant de ce monde, en ayant des applications sur nos téléphones pour la langue, moi, je compose des chants, là, j'enseigne au CPE de Wendake. J'avais les petits comme de 3 à même de 2 ans et demi jusqu'à 5 ans. Donc je les suis, là, j'ai commencé cette année avec les plus petits encore, juste par la musique, les instruments. Ça fait que je les ai pendant 4 ans. Et je lui parle de nos histoires, bien sûr, ils entendent la langue, mais je compose des chants. Donc, on n'est pas dans les chants ancestrales. Je prends les mots, on est en revitalisation linguistique. Donc, je réinvente ces chants-là sur des airs contemporains, mais avec les instruments anciens. Je suis sûr que tout ce que tu viens de dire doit beaucoup résonner chez mon collègue Alexandre, qui est aussi très attaché à la langue atikamekw. Là aussi, il y a eu, au niveau des communautés atikamekw, un effort très grand pour conserver la langue, et un effort qui doit s'accentuer maintenant, parce qu'autrefois, c'était des communautés vraiment isolées. D'une certaine façon, ça posait des difficultés, mais ça posait aussi une certaine protection culturelle. Alors que, évidemment, les communautés plus proches des villes, qu'elles soient Benaki, Huron ou Mohawk, la tentation des langues coloniales, à cause de leur dominance dans tout l'univers culturel, rend la tâche plus dure. Mais là aussi, maintenant avec Internet, les jeux vidéo, tous les moyens de communication, c'est un enjeu important des langues. Et d'ailleurs, cette année au festival, on attache une importance particulière aux langues autochtones. Sur la place des festivals, on a une allégorie de maison d'oncle, comme on a une allégorie de tipi. Et dans cette installation qui évoque la maison d'oncle, on a des projections. Et cette année, on a demandé au Wapikoni de nous faire une sélection de films qui parlent des langues autochtones, de leur survie, ou qui expriment la beauté, la richesse, la variété de sonorités extraordinaires qu'elle représente. Et pour nous aussi, c'est effectivement en entrant dans la décennie dédiée aux langues autochtones par l'ONU, ça nous semble tout à fait approprié. Sur la place des festivals, Béatrice Dire va chanter Anino Petitut. Et on va entendre Mathieu chanter en Innu, donc en Inuaimun. Donc, effectivement, on peut voir qu'il y a des artistes, des jeunes qui reprennent le flambeau, et effectivement qui ne laissent pas les courges disparaître.
Oui. Juste une petite parenthèse pour saluer ce qui se fait au Québec chez les artistes autochtones, qui font de la musique. C'est vraiment particulier comme phénomène parce que dans le reste du Canada anglais, il y a beaucoup moins d'artistes autochtones qui chantent dans leur langue. Au Québec, je pense que Florent, et M. McKenzie ont parti le bal, mais je salue tous les artistes autochtones qui chantent dans leur langue. C'est admirable parce que c'est pas ce qu'on entend dans le reste du Canada. C'est surtout en anglais. Oui, je me souviens, il y a plusieurs années, il y avait eu justement à Québec un colloque où j'étais allé et euh, un ethnologue de l'Université Laval disait que les langues autochtones sont, en tout cas à ce moment-là encore, étaient en déperdition au Québec, mais que cette déperdition-là était moins rapide qu'au Canada anglais. Peut-être justement à cause de la situation du français, qui est difficile à apprendre. Et du fait qu'il y a du bilinguisme, ça crée un contexte peut-être particulier où la rétention des langues autochtones est plus importante. J'avais dit le fameux court-métrage de notre ami Anishinaabe qui s'appelle L'Amendement, hein, où on voit 3 générations où les gens ont tranquillement la langue s'étiole et finalement se perd chez la petite fille qui grandit à Val-d'Or. J'avais dit au Québec, on joue l'amendement au ralenti, alors qu'il passe peut-être en vitesse accélérée ailleurs. Mais il s'agit, et au Québec peut-être, c'est ce qui se passe, on commence à le jouer dans l'autre sens, en reverse, pour essayer en tout cas, les artistes, effectivement, font un magnifique effort. Oui. J'ai revu récemment le très beau film là, Innu Nikamu, Chanter la résistance. Et effectivement, on voit comment le groupe, hein, c'est pas compliqué, c'est la gang, la communauté de Maliotenam, comment de cette résistance communautaire très localisée est parti un grand mouvement avec Philippe Mackenzie. Hein, c'est Philippe Mackenzie qui a beaucoup écrit et là, ça a été repris dans par le groupe Kashtin, qui ont ensuite composé leurs propres chansons et qui sont devenus des vedettes internationales. Moi, je me souviens des années 90, là, entre 85 et 90, les cris, les Inuits, les Algonquins, tous les jeunes s'étaient achetés des guitares et voulaient être comme Kashtin. Oui, donc, souvent, je chantais en langue, je chantais des chants contemporains, mais en essayant de le faire dans leur langue autochtone. Mais aujourd'hui, on a des rappeurs, hein, on a Samian, on a donc d'autres formes qui sont reprises pour continuer à s'exprimer dans les langues ancestrales et c'est vraiment formidable. Tu as aussi publié récemment, j'aimerais que tu nous en parles, un recueil de poésie qui s'appelle Chant. Oui, c'est Chant. Alors, chez Éditions Anénorac, en 2021, en mars 2021. Et aussi un petit clin d'œil parce que je me suis promise de parler de Étoile Germain aussi, qui a publié, en fait, Édouard Germain, qui est Innu, hein, de ta communauté, André, que j'ai rencontré à un festival de Hatloukan. Et on se réjouissait parce qu'on devait publier la même journée. Et il est décédé à l'automne avant de publier. Donc, moi, je suis comme un peu sa porte-parole parce que je l'ai beaucoup aimé comme personne. Un homme formidable et son message est extraordinaire. J'ai d'ailleurs son livre ici qui est « Je me souviens ». C'est comme ça ici. Et ben, c'est ça, Édouard est allé dans les pensionnats, donc c'est un témoignage, mais de façon poétique et tellement douce, je dirais. Là. Un livre à lire, un livre essentiel. Bon,
Puis pour revenir au mien de livres, chant, c'était, je pense des textes, que j'avais écrits, certains plus anciens, certains plus, contemporains, là, plus nouveaux. C'est vraiment pas il y a pas une ligne directrice, je dirais sinon, la voix toujours. Chant, ça s'appelle chant, comme des textes comme des chants, plusieurs chants. Certes, j'ai mis 2 de mes chants d'ailleurs, des textes que je chante, mais les autres, c'est, même parfois des réflexions un peu. Il y en a un qui est, une envolée, suite à quelque chose qui m'avait troublée, là, une expérience troublante, hem, relationnelle, d'incompréhension, je dirais, des Premières Nations. C'est pas un texte qui accuse, mais je devais, le sortir. C'est que ça va un peu dans tous les sens. Il y en a qui sont plus personnels, qui parlent de l'intimité, les autres, beaucoup, beaucoup des relations avec, ma famille, mes ancêtres, la perte aussi. On sent beaucoup je pense dans Chant, la perte ou en tout cas cette tristesse de la perte de nos repères culturels, nous, comme Wendat, parce qu'on a été très métissés et donc qu'est-ce qui reste? Donc moi, je ça fait 150 ans, plus de 150 ans que la langue Wendat n'est plus parlée couramment. Bien sûr, une langue, ça ne se perd pas du jour au lendemain. Donc, au début du siècle, Marius Barbeau est venu à Wendake, à la jeune Lorette, comme il disait. Il a enregistré plein de gens, les contes, les chants, mais il n'y a plus personne qui parlait couramment. Donc, d'un point de vue linguistique, la langue Wendat, elle est morte. Une langue qui n'est plus parlée, c'est une langue morte. Par contre, on avait énormément de documentation pour pouvoir la réanimer. Donc, on préfère dire qu'elle était endormie dans ce sens-là et on souffle sur les braises pour la faire renaître. Mais c'est aussi une langue qui, et moi, comme enseignante, je suis pas linguiste, mais comme enseignante, je suis souvent très frustrée. Je suis pas la seule d'ailleurs. Je partage ça avec Louis-Carl Picard-Sioui. Parfois, on se parle ensemble, on dit ah, on ne sait pas encore comment dire ça. Donc, c'est une langue qui n'est pas prête là, à l'emploi. Tout n'est pas encore là. Donc, il y a beaucoup de travail à faire par notre linguiste, Mégane Lecagniec, qui travaille à l'Université de Victoria pour la sauvegarde des langues autochtones, la revitalisation des langues autochtones. Ça fait que, puis il y a eu un camp linguistique cet été, c'est que c'est formidable. Il y a des jeunes qui ont été avec elle pendant 2 mois pour, c'est ça, s'initier à la langue. Puis quoi de mieux que d'avoir un espèce de camp à chaque jour pour, la pratiquer, pour faire des exercices, et cetera. Et voilà, c'est en route. Fait que pour revenir à mon livre, eh bien, ce livre, tu sais, publier un livre, c'était pas mon ambition. C'est jamais mon ambition d'arriver avec quelque chose, même un disque. Vous l'attendez, mon disque, depuis longtemps. J'ai tout ce qu'il faut. Il faut juste que je le fasse. Je vais déblayer du temps quelque part. En fait, ça devrait être l'année prochaine. Mais l'idée, c'est toujours de quand tu as quelque chose, d'un papier ou un disque, c'est une porte d'entrée pour rencontrer l'autre. Donc l'autre te rencontre par le biais de ce livre-là ou de ce disque. Puis après ça, ben là, il y a des rencontres physiques, hein. On peut t'inviter à des festivals, puis ça me permet de faire plus de poésie, même d'écrire d'autres textes. Par exemple, cet été, j'ai été invitée par Angela Marsh, qui est une artiste visuelle, de Toronto, dont la langue première est l'anglais. Puis elle m'a approchée, j'avais vraiment pas de temps, mais finalement, je suis tombée en amour avec elle, avec cette militante écologiste. Elle a fait une friche sur les plaines d'Abraham. Tu vois, ça va dans tous les sens, ma vie, mais d'artiste. Mais j'ai été invitée comme poète, donc parce qu'elle avait lu mon livre. Puis comme je dis, le livre, c'est une porte d'entrée. Donc moi, c'est un message aussi aux artistes qui pensent que ah, c'est pas mon ambition de faire ci, mais parfois, c'est des portes d'entrée sur le monde artistique et après ça, on est invité, puis on peut faire vivre notre parole autrement. Tu sais. Ça fait que dans cette friche-là sur les plaines d'Abraham, vous pouvez aller voir, c'est à côté du Musée des Beaux-Arts. Donc, il y a vraiment des herbes qui sont parties en friche, donc elle a délimité un territoire. Et sur ce territoire, elle tond à la main une petite tondeuse mécanique des sentiers. Puis, on peut aller s'installer dans une friche où les herbes sont hautes, où les abeilles reviennent, où les oiseaux sont là. Puis moi, ben, j'ai eu une petite résidence là, sur place, puis j'ai écrit des poésies qu'on peut voir sur les friches qui ont été pyrogravées sur du bois.
Ah ben, magnifique. Alors, en passant par Québec, il faudra bien sûr ne pas manquer la friche c'est intéressant d'ailleurs, c'est de l'art avec des plantes vivantes. C'est quand même un défi, Ouais, des j'imagine. plantes indigènes aussi. Ouais. Ah, d'accord, Ouais, wow. ouais. Oui, c'est pas, parce qu'elle, son discours, c'est toujours dans les jardins, on plante ça à la française ou à l'anglaise, hein, tout est cordé, ce sont des plantes d'Europe souvent, des tulipes ou qu'est-ce qui pousse dans nos jardins à nous? Si tu laisses aller ton je pense à nos mots mai, hein, le mois de mai où on ne tombe pas, mais nous, chez nous, devant, on a laissé faire tout juin aussi, donc notre terrain est en friche mai-juin, puis on a vu apparaître, tu sais, plein de fleurs extraordinaires là, qui sont belles. Ça fait qu'après ça, ben, on peut tondre puis faire des petits îlots, ça fait des plantes naturelles, des fleurs naturelles et les abeilles viennent. Mmh. Alors, on en profite aussi, petite parenthèse pour saluer les éditions Anénorac, hein, un éditeur situé en territoire autochtone, chez les Wendat, Ouais. et qui, évidemment, se spécialise à faire connaître, à diffuser les écrits des auteurs autochtones contemporains. Mmh. Alors, c'est là un geste important et très Ouais. certainement, on doit le souligner. Chant aussi, je pense, va t'amener, et on va en parler, on va rentrer dans ce sujet-là parce qu'il est brûlant d'actualité. Très bientôt, hein, le 14 août, tu vas être dans le cadre de Présence autochtone, tu vas être sur la scène de l'auditorium de la Grande Bibliothèque à Montréal Mmh. avec le groupe Forestaré. Et il y aura aussi conjointement à ça une autre grande artiste autochtone, Dianta Edmunds, Ouais. soprano Inuk. inuit, qui elle va chanter les chants composés sur les poèmes de Joséphine Bacon par Tim Brady. Mmh. Mais toi, avec Forestaré aussi, il y a une portion importante et j'aimerais que tu nous parles un peu de cette collaboration que vous avez eue. Oui, on a eu une répétition hier, en fait, une première rencontre avec l'ensemble, extraordinaire et en fait, j'avais pris en note le certain nombre de personnes. En fait, le chef de Forestaré qui est, Pascal Germain-Bérardi et Alexandre Étier, bien sûr, qui est à l'origine de Forestaré. Donc c'est lui qui m'avait approché et qui m'a parlé de ce texte, la Araucana, qui est un texte, un poème épique du 16e siècle que je ne connaissais pas du tout, écrit par Alonso de Ercilla, un Espagnol c'est ça, 1553-57. Ce texte-là, il a écrit ça, qui était pour parler de la conquête du Chili par les Espagnols. Ce n'est pas un texte qu'on a envie de porter du tout. Par contre, donc ça parle aussi de la guerre avec les Mapuches, les autochtones Mapuches du Chili, Alexandre Étier s'y est intéressé à cette musique-là composée par, je l'avais quelque part, composée par, Javier Farias, et qui est un Chilien aussi, et donc il est allé au Chili, il a rencontré même par la suite des Mapuches et là, il a voulu plutôt parler du point de vue des Mapuches. Alors, il y a un héros mapuche qui est, enfin, là, j'ai son nom, Lautaro, c'est ça. Lautaro qui a été comme capturé jeune enfant, puis par la suite, il s'est enfui, puis il est allé rejoindre les Mapuches, et il a soulevé l'armée, et ils ont fait la fête à celui qui avait fait la guerre. Donc, Alexandre a fait traduire en français ses textes en espagnol et a gardé ou a mis en texte, d'une façon plus éthique, je dirais. Il a mis en contexte l'histoire et par la suite, il a mis en valeur les Mapuches et ce Lautaro qui a soulevé les siens contre les Espagnols. Et par la suite, on termine bien sûr en parlant de ce peuple fier et qui encore aujourd'hui, ils sont toujours en train de se battre contre maintenant, c'est l'industrie forestière, c'est ceux qui veulent leur voler leur territoire, alors qu'ils ont un mode de vie encore près de la nature.
C'est que ce texte-là, moi, je vais faire la narration du texte sur cette musique extraordinaire là, de M. Farias, par 13 guitares, dont un soliste guitare classique et soliste guitare flamenco. Puis, entre autres, je le dis parce qu'il va y avoir, elle était là à la pratique, je suis pas sûre qu'elle va être là lors du spectacle, mais si tel est le cas, elle a 16 ans et elle suivait les autres, c'est assez extraordinaire. J'étais émue de voir que cette seule femme parmi tous ces hommes, on était 2 là. Fait que ça, c'est une partie de ce que je vais faire et l'autre partie, c'est qu'Alexandre, compose une musique sur un de mes poèmes qui s'appelle «Garder le feu», c'est le dernier de mon recueil chant. Puis c'est un texte, je lui ai fait plein de suggestions, mais entre autres, je lui ai lu celui-là, puis il me dit: «André, j'ai la chair de poule, c'est celui-là». Donc, peut-être qu'il y aura d'autres extraits parce qu'en fait, la musique n'est pas terminée, donc je ne l'ai même pas encore entendue. Je vais voir ça samedi prochain, on va se faire une rencontre encore où je vais faire la narration de mon texte, qui est un peu comme à la façon slam, je dirais. Je le fais souvent en slam, ce texte-là. Garder le feu, c'est encore mes préoccupations sur qu'est-ce qu'il faut garder, retrouver l'essentiel. Et puis à la fin, ben, je parle de mon père et ma mère, de comme retrouver notre propre histoire, notre propre histoire. C'est que ça va être mis en musique par Alexandre Etier et joué par l'ensemble Forestari. Oui. Alors, deux choses, effectivement, les Mapuches, c'est des résistants incroyables. Hein. Moi, je connais une communauté Mapuche, celle du lac Boudi, dans le sud du Chili. Et cette communauté, ils sont là, ils sont entourés de plantations d'eucalyptus transgéniques. La désertification de leur territoire là, est annoncée parce que ces eucalyptus-là prennent beaucoup, beaucoup d'eau. Donc, ça veut dire qu'ils tirent tout le nutriment du sol. Et eux, dans leur petit terrain qui leur reste, ils se battent pour en reprendre d'autres bouts. Ils font des occupations, réussissent à en rapailler des petits morceaux. Là, ils arrachent tous les maudits eucalyptus et replantent des plantes indigènes. Ils sont d'une force incroyable et ça vient sûrement de leurs ancêtres. Et c'est intéressant parce que Ercilla, contrairement à beaucoup d'autres auteurs de l'époque coloniale, lui, il avait pris comme modèle Homère, donc l'Iliade. On raconte bien sûr les affrontements entre les Grecs et les Troyens. Or, dans l'Iliade, il n'y a pas de bons, il n'y a pas de méchants. C'est tous des grands guerriers. Et même si les Troyens se font écraser à la fin, ils sont eux-mêmes héroïques dans leur défaite. Alors, prenant ce modèle-là, il a bien fallu qu'ils donnent toute leur dignité, leur force aux Mapuches. Et c'est sûr que c'était aussi pour grandir les conquistadors. Alors, ne faisons pas trop d'illusions sur son amour des Mapuches, mais reste que quand même, il y a tout un texte où pour une fois, les Autochtones sont vraiment rendus dans une dignité considérable. Et Farias, c'est surtout Alexandre Etier dans la version qu'il a retenue, et de la musique de Farias et des textes qui l'accompagnent. On a vraiment fait quelque chose qui est à l'honneur des Mapuches. Et je trouve intéressant que ce soit toi avec ta voix. On sait que tu es effectivement une femme qui a une voix puissante, forte et qui est capable de chanter, de dire, de slammer de façon extraordinaire. Et j'insiste parce que pour ceux qui nous écoutent, il va falloir qu'ils viennent t'entendre. Ça va être un moment extraordinaire. Et je trouve ça très, très fort que ce soit toi qui parle des chefs Mapuche et de leur résistance. Parce que toi aussi, tu es une résistante dans ta vie, dans un autre contexte, à notre époque, mais tu partages ce feu, voilà, cette flamme. Et c'est drôle que ce texte-là s'appelle « Garder le feu », hein? En fait, celui que j'ajoute à l'œuvre. Ouais.
Je suis allée en Bolivie aussi, donc j'ai vécu avec les Autochtones là-bas à Aymara, Quechua, pendant 1 mois et demi. C'est pas beaucoup, ça fait longtemps, mais tu sais, j'ai vu ce territoire et la lutte et les luttes et mon Dieu, les manifestations qui étaient nombreuses à l'époque. Donc on parle de 98 là. Mmh. Alors, et puis finalement, le texte que tu as interprété, donc avec une nouvelle musique, ça aussi, ça va être une création. Oui. Est-ce que Alexandre t'a fait chanter un peu, faire des vocalises aussi? Mais moi, je lui ai proposé parce que dans le texte que je fais souvent en slam, c'est souvent sur une musique, bon, je suis accompagnée déjà de guitaristes, là, puis il y a certains, je pense à Garder le faible, Garder le fort, le faible, le déçu. Tu sais, il y avait déjà un rythme très, chantant. C'est ce qu'on me dit d'ailleurs dans Chant que j'écris un peu, avec un rythme comme si tous les textes pourraient être chantés. Ça fait que je lui ai proposé, mais pour l'instant, j'ai pas encore j'ai rien entendu. Ça fait que c'est sûr que oui, je vais me laisser aller pour chanter quelques extraits là, mais on va voir. Normalement, ça devrait être prêt, demain, puis on va se parler, je vais écouter ça, je vais me le mettre, en bouche. Sinon, ce sera la voix parlée mais de toute façon, dans l'autre, texte aussi, il y a un petit moment, très court moment où tout le monde chante, même les guitaristes de l'orchestre. Ça fait que Et moi, j'ai eu la chance d'assister à quelques répétitions avec Dianta et le Nouvel Ensemble Moderne. J'ai pas wow. pu assister à celle dont tu parles, mais tout ça annonce un spectacle vraiment exceptionnel. Oui. Alors, j'invite tous ceux qui nous écoutent à se précipiter sur Internet. C'est pas une très grande salle, il reste encore des billets. C'est pas trop inquiétant encore, mais ça peut le devenir parce qu'on sait que les gens ont tendance à acheter dernière minute par les trucs qui courent, et c'est Oui. maintenant la dernière minute. Donc, il y a possibilité déjà d'avoir des billets pour assister à ce que moi je considère comme peut-être l'élément majeur du Mmh. Festival de présence autochtone 2022. Ouais. Ça va être, en tout cas, si c'est pas, ça va certainement être un des moments forts du festival. Et on est tellement content que tu sois là avec nous, André Lévesque-Sioui, pour amener ta fougue et ta douceur en même temps. Merci. Voilà. Oui, Kenan, merci de ta confiance. C'est, grâce à toi que je peux être là. Puis si je peux dire aux gens, sincèrement, moi, hier, juste dans cette répétition qui était la première fois depuis longtemps pour eux, et certains, c'était la première fois qu'ils le jouaient, c'est enlevant d'entendre 13 guitares ensemble et un chef qui est vraiment aussi de la fougue et de la douceur. C'est majestueux. Vraiment pour ça. Puis, comme tu dis, tu parles de Madame Edmonds aussi. J'ai très hâte de l'entendre. Alexandre, est-ce que tu nous as préparé un mot? Ah oui, le titre du concert, on va le donner, c'est Quelque part et autre lieu. Alors, on a intitulé ça parce on est vraiment parti de quelque part, puisque Ouyesh, la pièce de Tim Brady sur les textes de Joséphine Bacon, c'est tiré d'un recueil homonyme, Ouyesh. Ouyesh en Inou veut dire quelque part. Alors, comme on allait quelque part, mais aussi en territoire mapuche, en résistance, et en territoire Wendat en inspiration. Je me suis dit, tiens, quelque part et autre lieu, ce sera le titre du concert. Alors, si des gens cherchent la soirée et veulent prendre leur billet, chercher quelque part et autre lieu, soit sur le site présenceautochtone.ca ou sur le NEM, nem.ca, Nouvel Ensemble Moderne, bien sûr, .ca. Puis Lorraine Vaillancourt aussi, qui va diriger le NEM, c'est une chef vraiment extraordinaire. Alors, Alexandre, un mot?
Ouais, mais une question pour toi, André, mais en fait, c'est ça, je pense que c'est toi qui es venu avec le titre de quelque part. Autre lieu, comment t'es venu l'idée de choisir ce mot-là? Parce qu'il me semble que c'est deux choses qui veulent dire la même chose. Oui, ben il y a comme c'est parce que généralement, quand on parle de lieu, c'est très précis. Quand on parle de quelque part, il y a quelque chose d'un peu flou. Alors, je trouvais intéressant d'opposer la précision du mot lieu au flou de quelque part. Hein. C'est c'est encore plus beau, là. Richard Desjardins, à un moment donné, a une ligne, il dit entre la haute volta et le courant d'air. Alors, c'est cette même opposition entre un nominatif qui indique un endroit quand même qu'on imagine bien situé sur, sur la carte du monde et un autre où on ne sait pas trop. Ouais, c'est ça, j'ai regardé un peu que c'est quoi les autres mots, qu'est-ce que ça veut dire, wesh. En fait, je comprends qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est quoi, c'est ça? Comment qu'il dirait dans les autres langues? Fait que je fais une petite recherche, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Fait que si on regarde ici, quelque part, Inoaimon, il dit Ouyesh, ça veut dire aussi environ ou approximativement. Cri de l'Est, en fait, la cri de la baie James, les autres disent Ouyashta. Ouyashta. Fait que tu vois déjà que tu as le Ouyash qui est là-dedans. Naskapi, c'est Iyash. Cri des plaines, c'est un peu différent. C'est Nikoadis ou Nayewash. C'est celle-là que je trouve qui se rapproche le plus de ma langue, mais les autres, ils disent quelque part en chemin ou en vol ou flottant dans l'air. J'ai regardé aussi Nanitao Ide, Nanitao Ida. Les deux, c'est deux synonymes. C'est comme pour nous autres en attiqué, mais qu'on dit Nete, Neda. Nete, c'est genre plus loin. Neda, c'est genre un peu plus proche. Comment qu'ils ont décrit Nanitao? Ça veut dire simplement ou quelque chose de mauvais quelque part, à un endroit indéterminé ou de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Sinon, quand on parle avec les chiffres, ils disent environ, approximativement. Fait que ça veut dire Nanitao, pour les autres, c'est Ouyesh. Wesh. En Atikamekw, c'est Ouyesh. Wesh Nde. Nde, c'est genre, on parle du lieu, mais Wesh, nous autres, on dit Wesh, on coupe le I chez nous. Mais Wesh, c'est genre quelque chose d'approximatif. Ça ne veut pas juste dire le lieu, c'est juste dire, ça peut dire autre chose qui est approximatif, environ. Le Moose Cree, les autres, ils disent Pidouche Wayesh. Pidouche Wayesh. Ce qui est drôle, c'est que je comprends, Pidouche, ça veut dire différent, différemment. Puis Wayesh, les autres, ils ont dit environ ou approximativement. Fait que pour moi, quand je comprends ça, quand j'essaie de décortiquer ce mot-là, Pidouche Wayesh, c'est genre environ différemment. J'imagine que si on a une compréhension différente de la langue, plus on s'éloigne de chez nous. Là. Fort Seven Cree, les autres, ils disent Nandao, un peu semblable à celui-là, Nanitao. Puis ils disent aussi Pidouche Ande. Pidouche Ande. Pour moi, si on transpose ça en Atikamekw, Ande, c'est comme si c'était comme un questionnement ou genre quelque part d'autre. C'est vraiment ça qu'il veut dire. Là. En Ojibwe, ils disent Inguji ou Ninguji. En Anishinaabe, ils disent Nguji. Puis c'est ça, j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par là, Nguji. Puis le mi-chiffre, j'ai regardé voir qu'est-ce que ça dit, parce que généralement, quand je regarde la langue mi-chiffre, on dirait que c'est beaucoup plus francisé, mais là-dedans, c'est beaucoup plus du cri à ce moment-là, Nandao, comme le cri des plaines, Nanitao. Fait que c'est ça. Pour Ouyesh, moi, ça veut dire approximativement ou environ ou à quelque part, mais dans ce contexte-ci, chez les Inuits, ça veut simultanément dire quelque part ou aussi environ, aux alentours, en fait. Fait que ça, c'est mon petit volet linguistique pour Ouyesh. Merci Alexandre. Et puis, on va faire insulte à la poésie de l'indéterminé pour dire que quelque part, c'est un lieu précis, c'est
à la grande bibliothèque dans l'auditorium. Et c'est le 14 août que le concert aura lieu. Alors donc, c'est un rendez-vous pour être émerveillé. L'extase est garantie. Sinon, argent remis. À 19h. À 19h, voilà. Alors, merci André Lévesque, si oui. Merci à toi. Merci puis, à vous. oui, et puis à très, très, très bientôt. Oui, Tiawakina, Onin. Puis n'oubliez pas, en fait, on va en fait enchaîner avec Alexandre Etier bientôt à l'autre épisode parce on va être sur la place du festival tout de suite après. Fait que soyez des nôtres, restez avec nous. Fait que on se voit à la place du festival. Oui, oui. D'ailleurs, on a notre tapis volant là, juste à l'entrée qui nous amène sur la place des festivals et où on va retrouver Alexandre Etier qui nous y attend. La place des festivals là, qui rouvre et qui va être là jusqu'au 15 août, où là aussi, il y aura plein d'activités de concert, mais ça va aller sur le site web pour le savoir. Pour l'instant, on remercie encore une fois André Lévesque, c'est oui, et on se dirige vers Alexandre Etier. Miigwetz, Matsashi. À tantôt.